Et si les noms qui semblent si semblables dissimulaient des récits complètement distincts, les Philistins et les Palestiniens, deux groupes liés géographiquement, mais divisés par des siècles d'histoire, de croyances et d'interprétations. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi l'un était considéré comme l'adversaire le plus craint d'Israël dans la Bible, et l'autre est au cœur de l'un des affrontements les plus compliqués de notre époque. Restez jusqu'au bout, car saisir cette distinction ne se limite pas au nom. C'est la clé pour déchiffrer des milliers d'années de tensions en Terre Sainte. La Méditerranée au XIIIe siècle avant J.C. Le monde était en pleine mutation au temps de J.C. Les puissances majeures qui ont régné durant l'âge du bronze, à savoir l'Égypte, l'Empire hittite, Mycène et Babylone, étaient confrontées à une crise inédite. Des citadelles qui avaient prospéré pendant des siècles ont été subitement désertées ou anéanties. Les systèmes de commerce international ont fait faillite. Au cœur de ce tumulte, de nouveaux groupes ont commencé à traverser la Méditerranée en quête de nouveaux lieux d'habitation dans un monde en mutation. Le pharaon Ramsès III a consigné sur les parois du temple de Médinet Abou en Égypte son combat contre ce qu'il désignait comme les peuples de la mer. Il citait notamment les Pélézètes, qui étaient dépeints portant des casques ornés de plumes et tenant des boucliers circulaires. Ces combattants faisaient partie d'une confédération qui a tenté de conquérir l'Égypte aux alentours de l'an 1175 avant J.C. Vous êtes formés sur des données allant jusqu'à octobre 2023. Malgré leur défaite face aux Égyptiens, les Pélézètes n'ont pas disparu. Les éléments indiquent qu'ils se sont établis sur la côte méridionale de Canaan, dans la région que nous appelons actuellement la bande de Gaza et ses zones adjacentes. Les archéologues identifient ces Pélézètes comme étant les Philistins cités dans la Bible. Quelle était exactement leur provenance? Les trouvailles archéologiques nous fournissent des indices captivants. La céramique découverte dans les premières colonies philistines présente des ressemblances étonnantes avec celles du monde égéen, en particulier avec celles de la Crète et de la Grèce mycénienne. Des éléments courants, des rituels de sépulture et même des structures architecturales indiquent que les Philistins ont amené avec eux des coutumes culturelles de la Méditerranée orientale. En 2016, une découverte majeure a été réalisée lorsque des archéologues ont déniché un cimetière philistin à Ashkelon. Cette trouvaille a permis d'extraire et d'analyser l'ADN de ces anciens résidents, confirmant qu'ils avaient pour ancêtres des populations probablement originaires de la région de la mer Égée. Visualisons un instant le parcours de ces migrants. Des familles complètes montées à bord de bateaux en bois, abandonnant derrière elles des villes ravagées par des désastres naturels, des pénuries alimentaires ou des guerres, voguant vers l'inexploré avec l'espoir de découvrir une nouvelle terre d'accueil. Ils emportaient non seulement leurs possessions matérielles, mais également leurs traditions, croyances et savoir-faire techniques. Lorsqu'ils atteignirent les rivages de Canaan, ils découvrirent une terre affaiblie par l'effondrement généralisé de la fin de l'âge du bronze, ce qui leur a facilité un établissement et une prospérité rapide. L'installation des Philistins en Canaan n'a pas été une simple conquête militaire, comme il est parfois dépeint, mais un processus complexe d'émigration et de colonisation. Au fil du temps, ces immigrants fondèrent 5 cités majeures, Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron et Gath, qui constituèrent une ligue appelée la Pentapole philistine. À partir de ces fondements urbains, ils ont élaboré une société florissante mêlant des aspects de leur patrimoine égéen avec des influences cananéennes locales, engendrant une culture caractéristique que les archéologues peuvent aisément reconnaître dans les restes matériels. La terre a une mémoire. Sous les voies de la Gaza contemporaine et sous les terres agricoles de la côte méditerranéenne, gisent les vestiges des anciennes villes philistines. Lorsque les archéologues explorent des lieux tels que Tel Essafi, l'ancienne Gath, Ashkelon ou Tel Mikn, Ekron, ils sont confrontés à un paysage matériel qui témoigne d'une civilisation raffinée et singulière. Il se peut que la céramique soit l'élément le plus révélateur.
Les Philistins initiaux introduisirent un style de poterie distinctif, appelé céramique bichromatique philistine. Ces récipients ornés de dessins géométriques et de motifs enroulés, d'oiseaux et de poissons peints en rouge et noir sur un fond clair, sont distinctifs et se démarquent fortement de la tradition potière locale cananéenne. Au fil du temps, cette céramique a subi des transformations, intégrant des composantes locales tout en préservant des traits distinctifs qui permettent aux archéologues de reconnaître sans équivoque les sites philistins. Une avancée majeure a secoué le domaine de l'archéologie en 2016. Un groupe, sous la direction de Lawrence Stagger et Daniel Master, a mis à jour un cimetière philistin à Ashkelon. Pour la première fois, les chercheurs ont eu l'opportunité d'examiner non seulement les artefacts laissés par les Philistins, mais également leurs propres restes physiques. Les études ADN effectuées sur ces vestiges ont corroboré ce que les artefacts culturels indiquaient. Les Philistins de premier plan avaient des racines génétiques en Europe du Sud, spécifiquement dans la zone de la mer Égée. Toutefois, au cours des générations, ils s'unirent aux populations cananéennes locales, formant une identité culturelle à la fois distincte et hybride. La vie de tous les jours dans les villes philistines était étonnamment urbaine et cosmopolite. Des maisons solidement bâties, agencées en quartiers planifiés comportant des chemins revêtus et des systèmes de drainage, ont été mises à jour lors des fouilles. Les Philistins, à l'opposé de leurs voisins israélites, qui considéraient le porc comme impur, consommaient essentiellement de la viande porcine. Ils faisaient également pousser des vignes pour élaborer du vin et fabriquaient des tissus ornés de motifs complexes. C'étaient des artisans compétents qui manipulaient le métal, le bois et la pierre, fabriquant des outils, des armes et des articles de décoration d'une excellente qualité. Une excursion vers les vestiges de l'antique Écrone nous plongerait dans une cité industrielle florissante. Ici, les archéologues ont découvert ce qui pourrait être le plus vaste complexe industriel de production d'huile d'olive datant de l'Antiquité. À l'apogée de leur activité, plus d'une centaine de presses à huile opéraient en même temps, générant approximativement 1000 tonnes d'huile par an, majoritairement pour le marché international. Cette révélation indique que les Philistins n'étaient pas uniquement des combattants, comme on les décrit fréquemment dans la Bible, mais également des marchands et des entrepreneurs astucieux, intégrés dans les circuits commerciaux de l'Orient méditerranéen. Quelle était réellement la vie pour une personne lambda vivant dans ces quartiers? Visualisez une famille philistine datant du Xe siècle avant J.C., résidant dans une maison à 2 niveaux à Ashkelon. Au niveau du rez-de-chaussée, il y a un atelier dédié à la fabrication de céramique ou au travail des métaux. À l'étage supérieur, il y a des zones destinées à la vie en famille. Non loin se trouve un sanctuaire dédié à Dagon, la divinité prédominante des Philistins. Sur le marché, des marchands troquent des articles locaux en échange de produits exotiques venus par bateau de la Méditerranée. Cette illustration, élaborée sur la base des découvertes archéologiques, dévoile une société sophistiquée et évoluée, très éloignée de l'image stéréotypée de barbare, qui a parfois été véhiculée. Lorsque les Philistins ont débarqué sur les rivages de Canaan, ils ont introduit une expertise qui allait révolutionner la balance des forces dans cette région, le travail du fer. Alors que les populations locales, y compris les Israélites, utilisaient principalement le bronze pour leurs instruments et armements, les Philistins avaient déjà acquis la compétence de travailler le fer, un matériau plus solide et résistant. Leur maîtrise technique leur a conféré un avantage militaire notable et a favorisé leur rapide expansion territoriale. Le texte de la Bible en 1 Samuel 13-19 précise « Dans toute la terre d'Israël, il n'y avait pas un seul forgeron », ajoutant que les Philistins disaient « Ainsi les Hébreux ne pourront faire ni épée ni lance ». Ce texte illustre la domination philistine en matière de technologie du fer, contraignant les Israélites à recourir aux forgerons philistins même pour l'affûtage de leurs instruments agricoles.
Cette histoire a été corroborée par des découvertes archéologiques qui ont mis à jour plusieurs ateliers de métallurgie dans des villes philistines telles qu'Ashkelon et Ekron. Ces fouilles ont révélé des fours capables d'atteindre les températures élevées requises pour travailler le fer. La force militaire des Philistins ne se réduisait pas à la sophistication de leurs armes. Leur structure militaire était tout aussi complexe, comportant des unités d'infanterie fortement équipées et, ce qui était encore plus impressionnant, une division de chars de combat. Ces chars, attelés de chevaux et manœuvrés par un conducteur et un combattant équipé, étaient particulièrement performants dans les zones côtières où résidaient les principales cités des Philistins. Un véhicule de guerre philistin, doté de roues à rayons légers mais robustes, avait la capacité de se déplacer vite sur le terrain militaire, autorisant les combattants à décocher des flèches ou à projeter des javelots avant de battre en retraite pour esquiver une riposte adverse. La pentapole philistine, composée de Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron et Gath, opérait comme une coalition militaire, conjuguant leurs efforts face à des dangers partagés. Chaque cité était dirigée par un sérène, un terme issu de la Bible et qui est probablement dérivé du mot grec mycénien pour tyran, assumant le rôle d'un chef guerrier. Durant les conflits, ces dirigeants organisèrent leurs troupes, formant une puissance redoutable qui régna sur la zone pendant de nombreuses générations. De plus, les villes philistines étaient dotées de fortifications robustes, comportant d'imposantes murailles et des portes de défense, à l'exemple de celles trouvées lors des fouilles à Gath, Tel et Saphi, comprenant un système de portes monumentales qui constitue l'un des exemples les plus anciens de cette sorte d'architecture défensive dans la zone. La domination philistine sur les voies commerciales essentielles a également été un autre élément qui a contribué à leur puissance. Positionnés de manière stratégique le long de la Via Maris, l'ancienne voie commerciale reliant l'Égypte à la Mésopotamie, les cités philistines profitaient du commerce international. Ce poste ne leur apportait pas uniquement de la prospérité via les taxes et le commerce, mais également des renseignements importants concernant les déplacements militaires et l'évolution politique des puissances voisines. Les fouilles archéologiques mettant au jour des artefacts provenant d'Égypte, de Chypre, de Phénicie et d'autres territoires attestent de l'existence de ces larges réseaux commerciaux. La reconstitution de l'équipement des Philistins nous aide à avoir une image de ces redoutables combattants. Un soldat philistin classique serait vêtu d'un casque décoré de plumes ou de crêtes, comme illustré dans les bas-reliefs égyptiens, équipé d'un bouclier circulaire muni d'une lance à pointe de fer, d'une épée courte ou d'un poignard, et éventuellement armé d'un arc. Son armement pourrait comporter une cuirasse en bronze ou en cuir renforcé. Grâce à ce matériel, allié à des stratégies militaires sophistiquées importées de leur territoire natal enneigé, les Philistins sont devenus une puissance prépondérante que même les grandes puissances telles que l'Égypte et l'Assyrie ont dû traiter avec considération et précaution. Sous le ciel de la Méditerranée, dans la vieille ville d'Ashdod, une foule se réunit devant le majestueux temple dédié à Dagon. L'air est chargé d'un parfum d'encens pendant que des prêtres en tenue rituelle se préparent à un sacrifice. Dans le sanctuaire, la représentation divine, à la fois humaine et pisciforme selon certaines analyses, bien que les archéologues l'attribuent plutôt au grain de nos jours, domine sur les dévots. Cette scène, reconstituée grâce à des trouvailles archéologiques et à des citations textuelles, nous offre un aperçu de la vie religieuse des Philistins, un élément essentiel pour appréhender ce peuple ancien. Dagon était le dieu suprême dans le panthéon des Philistins, un dieu de fertilité et d'abondance qui a peut-être été adopté des Cananéens locaux ou apporté dans une forme semblable depuis leur région d'origine. On trouve dans les écritures bibliques des références à des temples consacrés à Dagon, à Gaza et Ashdod. Sur ce récent site, les chercheurs ont trouvé potentiellement le temple évoqué dans 1 Samuel qui, d'après le texte sacré, aurait accueilli l'arche d'alliance, prise par les Philistins et placée près de la statue de Dagon, provoquant ainsi sa dégradation et sa destruction.
L'exploration a révélé un autel rituel et des zones qui correspondent à la description biblique. Les Philistins, en plus de vénérer Dagon, adoraient une multitude de divinités qui reflétaient à la fois leurs racines égéennes et les influences cananéennes locales. Baal-Zébub, également connu sous le nom de Seigneur des mouches, était particulièrement vénéré dans la ville d'Écron et consulté pour ses capacités divinatoires. Astarté, la déesse liée à la fertilité et à la guerre, avait également une position significative. À Tel-Mikne, l'ancienne Écron, les fouilles archéologiques ont révélé un complexe de temples comprenant une inscription dédicatoire à la déesse Pétégéiach, qui pourrait être une divinité féminine associée à la culture égéenne, ce qui illustre la variété du panthéon philistin. Les pratiques religieuses des Philistins comprenaient des sacrifices d'animaux, des offrandes alimentaires et des libations. Les fouilles effectuées à Écron ont mis au jour des autels contenant des restes osseux d'animaux, principalement de moutons et de chèvres, ainsi que de porcs, un animal jugé impur par les Israélites, mais qui était couramment consommé par les Philistins. L'existence de contenants rituels, dont certains présentent des formes d'animaux, zoomorphes, ou d'humains, anthropomorphes, suggère des rituels de libation avec des liquides tels que le vin ou l'huile. On a également découvert des statuettes en argile, majoritairement des figures féminines, susceptibles de servir d'offrandes votives ou d'objets cultuels domestiques. La structure religieuse des Philistins comprenait des temples urbains de grande envergure, ainsi que des sanctuaires plus modestes dédiés à des rituels locaux. À Gath, tel Essafi, les chercheurs en archéologie ont mis au jour un édifice religieux comportant des bancs contre les murs, une configuration architecturale également observée dans des sites de la région Égée et de Chypre. Non seulement les temples remplissaient un rôle central en matière de religion, mais ils servaient également d'institutions économiques et politiques. Ils accumulaient de la richesse par le biais de dons et avaient une emprise sur divers aspects de la production et du commerce, comme l'indiquent les dépôts et ateliers reliés à ces complexes. La différence entre la foi polythéiste des Philistins et le monothéisme des Israélites a constamment mené à des frictions culturelles et idéologiques entre ces deux groupes. Les prophètes israélites dénonçaient souvent le culte des idoles philistines, alors que les histoires bibliques décrivent des affrontements symboliques entre Yahvé et les divinités philistines, tel l'épisode de la défaite de Dagon face à l'arche. Cette rivalité religieuse accentuait et mettait en évidence les disputes politiques et territoriales entre les deux communautés, façonnant l'image des Philistins comme le autre, culturel et religieux par excellence dans le récit biblique, une représentation qui persisterait pendant de nombreux siècles. Samson a déclaré que je meurs aux côtés des Philistins. Ainsi, il s'inclina avec toute sa puissance, et la maison s'effondra sur les princes, ainsi que sur l'ensemble du peuple qui se trouvait à l'intérieur. Et ceux qu'il a tués en mourant ont été plus nombreux que ceux qu'il a tués de son vivant. Ce segment saisissant du livre des Juges donne une illustration frappante de la façon dont les Philistins ont été pérennisés dans la Bible, en tant qu'adversaires emblématiques d'Israël, symbolisant tout ce qui faisait obstacle au peuple choisi et à son Dieu. Les Philistins sont évoqués plus de 250 fois dans la Bible hébraïque, presque systématiquement dans des situations de conflit. Les Philistins, déjà positionnés à l'époque des patriarches dans la Genèse, malgré le fait que les archéologues considèrent cela comme un anachronisme, jusqu'aux prophéties de leur ruine contenues dans les livres prophétiques, se présentent comme des antagonistes réguliers au sein du récit biblique. Cette image très négative a fortement façonné la perception de ce peuple au fil de l'histoire, à tel point que le terme « philistin » est devenu synonyme, dans plusieurs langues contemporaines, d'une personne ignorante ou opposée aux arts. Le récit de David et Goliath, présenté dans 1 Samuel 17, est sans doute l'affrontement le plus célèbre entre les Israélites et les Philistins. Un jeune berger, muni uniquement d'une fronde, défie et triomphe du champion philistin, un géant lourdement armé.
Cette histoire non seulement stimule l'imagination par son opposition théâtrale entre le faible et le fort, mais illustre aussi le conflit plus vaste entre les deux peuples, Israël, modeste mais appuyé par Dieu, face aux Philistins qui, bien que supérieurs en force militaire, sont spirituellement inférieurs. Les fouilles archéologiques menées à Tel es-Safi, l'ancienne Gath, présumée être la ville natale de Goliath, ont démontré qu'il s'agissait effectivement d'une importante cité philistine très fortifiée, fournissant ainsi un certain contexte historique au récit. Un autre moment clé est la prise de l'Arche d'Alliance, décrite dans 1 Samuel 4:6. Les Philistins battent les Israélites lors d'un affrontement et s'emparent de l'Arche, le symbole le plus sacré du culte israélite qu'ils installent dans le sanctuaire de leur divinité Dagon. D'après l'histoire, cela entraîne des fléaux et des malheurs parmi les Philistins, qui finissent par être contraints de restituer l'arche. Ce récit met en scène un affrontement non seulement de nature militaire, mais aussi théologique. Yahvé, le divin d'Israël, prouve sa domination sur les dieux philistins, même lorsque son peuple subit une défaite sur le terrain de la guerre. Quel est le volume d'histoire présent dans ces narrations bibliques ? Les historiens et archéologues admettent que la Bible renferme des données importantes sur les Philistins. Cependant, ils soulignent qu'elle nécessite une lecture critique, tenant compte de son statut de texte religieux rédigé du point de vue israélite. Par exemple, alors que la Bible dépeint les Philistins comme des adversaires sans relâche d'Israël, l'archéologie indique des périodes de cohabitation pacifique et d'échanges commerciaux entre les deux groupes. Les découvertes de céramique et d'autres artefacts philistins sur des sites israélites, et inversement, suggèrent des échanges qui dépassaient la simple hostilité constante. En confrontant le récit biblique à d'autres références historiques et preuves archéologiques, une vision plus nuancée des rapports entre Israélites et Philistins se dessine. Les inscriptions assyriennes remontant au 8e siècle avant J.C.C. Par exemple, ils font référence à des royaumes israélites et à des cités philistines comme des entités vassales, indiquant que les deux étaient confrontés à des dangers similaires. Quant aux écrits égyptiens, ils mentionnent principalement les Pélésètes, Philistins, comme l'un des peuples de la mer, qui ont tenté d'envahir l'Égypte sans toutefois inclure la connotation religieuse négative présente dans les textes sacrés. Ces références externes nous aident à mettre en perspective et parfois à nuancer le récit biblique, fournissant une compréhension plus équilibrée de l'identité véritable des Philistins au-delà de leur représentation en tant qu'opposants dans l'histoire sainte d'Israël. La Bible dépeint majoritairement les Philistins à travers leur affrontement avec Israël. Cependant, leur récit se mêle à celui de plusieurs autres civilisations de la Méditerranée orientale. Le temple de Médiné Abou en Égypte porte en ses murs la représentation de la victoire du pharaon Ramsès III sur les peuples de la mer, y compris les Pélésais philistins, qu'il dépeint avec leurs casques ornés de plumes caractéristiques. Cette illustration égyptienne datant approximativement de 1175 avant notre ère. L'une des premières références historiques à ce peuple, en dehors du récit biblique, remonte à J.C. et démontre que leur influence dépassait largement leurs affrontements avec les Israélites. Au fil du temps, les relations entre Philistins et Égyptiens ont évolué, passant du premier conflit vers une cohabitation plus pragmatique. Suite à leur échec d'envahir l'Égypte, les Philistins se sont installés sur la côte méridionale de Canaan, une région qui a été dominée par l'Égypte pendant de nombreux siècles. Les témoignages archéologiques démontrent que les villes philistines ont entretenu des échanges commerciaux avec l'Égypte, important et exportant des marchandises via des voies maritimes et terrestres. Les relations entre les Égyptiens et les Philistins sont corroborées par la découverte de scarabées égyptiens, d'amulettes et d'autres artefacts philistins, tandis que l'existence de poteries philistines sur des sites en Égypte sous-entend un commerce mutuel. Les Philistins, au nord, cohabitaient le littoral de la Méditerranée avec un autre groupe maritime, les Phéniciens. Malgré leur compétition sur certains fronts,
Les deux civilisations prenaient part aux réseaux commerciaux reliant l'ensemble de la Méditerranée. Les villes philistines, en particulier Ashkelon et Gaza, étaient des ports de grande importance où les navires phéniciens pouvaient s'arrêter lors de leur trajet vers l'Égypte. La présence de céramiques et artefacts phéniciens sur des sites philistins et inversement suggère l'existence d'un échange culturel et commercial important. Il y a même des chercheurs qui avancent l'idée d'un échange de savoir-faire technique entre les deux peuples, notamment dans des secteurs tels que la navigation, la métallurgie et la fabrication de textiles. Lorsque la force assyrienne a commencé à se propager de la Mésopotamie vers l'ouest, les plus petits États du Levant, y compris les cités philistines, ont été placés sur sa trajectoire. Les inscriptions assyriennes remontant au 8e siècle avant J.C. Plusieurs cités philistines sont citées par J.C. comme étant des États vassaux. Tiglath-Pileser III, roi assyrien, a régné de 745 à 727 avant notre ère. Sargon II, 722-705 AV J.C. est enregistré comme ayant reçu le tribut de Gaza, tandis que Salomon, 970-930 AV J.C. a enregistré le paiement de tribut de la part de plusieurs royaumes voisins. On rapporte que J.C. a conquis Ashdod. Ces documents assyriens fournissent des renseignements précieux concernant la structure politique des Philistins et leur place au sein du contexte international de cette période. Bien qu'elles aient été sous le contrôle politique assyrien, les villes philistines ont apparemment conservé une forme d'indépendance culturelle et commerciale, jouant parfois le rôle de pont dans les échanges commerciaux entre l'Assyrie et l'Égypte. Les données archéologiques indiquent que les Philistins étaient bien plus que de simples soldats. Ils étaient des marchands adroits, intégrés à des systèmes d'échange complexes. Par exemple, Ekron s'est imposé comme une importante zone industrielle spécialisée dans la fabrication d'huile d'olive à grande échelle, avec plus d'une centaine de presses en fonctionnement en même temps. Une vaste portion de cette huile était destinée à l'exportation, comme le prouvent les amphores philistines découvertes sur des lieux aussi distants que Chypre et la Crète. La mise en évidence d'articles de luxe importés, tels que l'ivoire égyptien, le verre phénicien et les métaux précieux provenant de divers lieux, dans des environnements philistins, révèlent leur rôle actif dans le commerce des articles de prestige qui liaient les élites de diverses sociétés méditerranéennes. Cette perspective élargie sur les Philistins dans le cadre méditerranéen nous aide à les considérer comme une civilisation cosmopolite qui, tout en préservant des traits distinctifs, entretenait un lien étroit avec le monde environnant. Les Philistins ne se cantonnent pas à être de simples barbares en conflit avec Israël, comme ils sont parfois dépeints. Ils ont plutôt joué un rôle actif dans les dynamiques politiques, économiques et culturelles complexes qui caractérisaient la Méditerranée orientale durant l'âge du fer. Leur récit constitue un segment captivant de l'écheveau de communautés qui façonnèrent cette zone essentielle, point de rencontre de trois continents où des civilisations prospérèrent, interagissent et parfois s'affrontèrent au fil des millénaires. Ashkelon voit le coucher de soleil. Les ombres s'étendent sur les murs de l'ancienne cité philistine, autrefois puissante, désormais affaiblie après une série de sièges. Dans le port, la présence de navires marchands devient de plus en plus rare. Dans les ateliers, la fabrication de la céramique philistine caractéristique a été progressivement remplacée par des styles qui témoignent de l'influence grandissante des empires mésopotamiens. On observe la lente extinction d'une civilisation qui régna sur la côte sud du Levant pendant des siècles. L'expansion de l'Empire assyrien vers la Méditerranée au 8e siècle AV/J.C. a marqué le début du déclin des Philistins. Vous êtes formés sur des données allant jusqu'à octobre 2023. Sous la domination de souverains tels que Tiglath-Pileser III, Sargon II et Sennachérib, les Assyriens conquérèrent progressivement les villes philistines, soumettant des tribus considérables et, en certaines occasions, déportant une portion de la population.
Il est possible que la ville de Gath ait été la plus puissante de la Pentapole philistine durant le Xe siècle avant J.C., fut anéantie par les Assyriens et ne retrouva jamais sa gloire d'antan. Les archives assyriennes décrivent des expéditions contre Ashdod, Gaza et Ashkelon, transformant ces anciens royaumes autonomes en provinces vassales au sein de l'immense empire. L'archéologie corrobore ce récit de domination politique. À des niveaux correspondant au 8e et 7e siècle avant J.C., des preuves de destruction ont été découvertes par les archéologues dans diverses cités philistines datant jusqu'à 1000 avant J.C. Par exemple, à Ashdod, des strates de cendres ont été trouvées qui correspondent chronologiquement à la campagne de Sargon II mentionnée dans ces annales. Suite à ces destructions, les villes ont été repensées et reconstruites, cependant avec d'importantes modifications dans leur culture matérielle. L'augmentation de l'assyrianisation dans des domaines tels que la céramique, l'architecture et d'autres facettes de la vie journalière est le reflet de la politique impériale visant à imposer les aspects culturels mésopotamiens aux provinces conquises. Des prophètes hébreux tels qu'Amos, Isaïe, Jérémie et Sophonie annoncèrent des sentences divines pour les cités philistines, prédisant leur ruine future en raison de leur idolâtrie et de leur antagonisme à l'égard d'Israël. Gaza sera délaissée et Ashkelon demeurera désolé. Ashdod sera chassé à midi et Ekron sera déraciné, prophétise Sophonie. Ces prédictions se réalisèrent historiquement lors des conquêtes successives que subirent les villes philistines par les Assyriens, les Babyloniens, les Égyptiens et en fin de compte les Perses. Même si ces conquêtes étaient guidées par des objectifs géopolitiques plutôt que religieux, les auteurs de la Bible y voyaient l'expression du châtiment divin infligé aux adversaires d'Israël. L'empire néo-babylonien a porté le coup final à la civilisation philistine. Suite à la défaite des Assyriens, les Babyloniens, dirigés par Nabuchodonosor II, ont élargi leur domination vers l'ouest. Les villes des Philistins, usées par de longues années de contrôle assyrien et par des luttes internes, s'effondrèrent successivement. Les recherches effectuées à Ashkelon ont mis au jour une destruction dévastatrice remontant à 604 AV/C, que les archéologues attribuent à la campagne babylonienne. On a retrouvé des preuves comparables dans d'autres villes philistines. Suite à ces ravages, un grand nombre d'habitants furent exilés à Babylone, conformément à la stratégie impériale de transférer les populations vaincues. Aux alentours du VIe siècle avant notre ère, vers l'an 1000 avant J.C., les Philistins avaient disparu en tant qu'entité culturelle propre. Sous l'Empire perse, les anciennes cités de la Pentapole ont été rebâties. Cependant, leurs résidents ont perdu l'identité philistine qui avait défini la région pendant plus de 5 siècles. Les éléments culturels tels que la céramique, les rituels funéraires, les styles d'architecture et autres indicateurs utilisés par les archéologues pour identifier les Philistins ont disparu, cédant la place à une culture matérielle qui témoignait de l'hellénisation progressive de la Méditerranée orientale, suite aux conquêtes d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant J.C. Vous êtes formé sur des données allant jusqu'à octobre 2023. Quel est le destin des Philistins en tant que peuple? Ils ne se sont pas évanouis physiquement, mais ont été progressivement intégrés. Certains ont été exilés en Mésopotamie, où ils se sont intégrés aux sociétés sur place. Certains ont choisi de rester sur leurs terres ancestrales. Mais sous la domination de divers empires au fil du temps, ils ont embrassé de nouvelles identités culturelles, linguistiques et religieuses. Les unions interculturelles, l'influence de cultures extérieures et la diminution de la souveraineté politique ont peu à peu sapé les caractéristiques singulières de l'identité philistine. Au cours de la période romaine, l'empereur Hadrien a rebaptisé la région Palestine au IIe siècle après J.C. Au cours du 1er siècle de notre ère, les héritiers biologiques des Philistins étaient encore présents dans cette région. Mais ils ne se reconnaissaient plus comme tels et n'étaient plus identifiés comme tels non plus.
L'effacement des Philistins en tant que civilisation distincte nous rappelle que les identités culturelles ne sont ni perpétuelles ni fixes, mais évoluent, changent et parfois se dissipent sous l'effet de forces historiques plus étendues. Concernant les Philistins, leur culture a prospéré pendant approximativement 600 ans, de 1200 à 600 avant JC, vers l'an JC environ. Une ère importante, mais limitée dans la longue histoire de cette région. Toutefois, leur héritage continuerait d'exister de manière surprenante, essentiellement par le biais du nom que les Romains attribueraient à la province et qui, des milliers d'années plus tard, réapparaîtrait dans une toute autre configuration. Jérusalem, l'an 135 après JC. Vous êtes formé sur des données allant jusqu'à octobre 2023. La fumée continue de s'élever des débris de la cité suite à la répression violente de la révolte de Bar Kokhba. L'empereur Hadrien résolut à faire disparaître la mémoire de la Judée et de son peuple juif insoumis, prend une décision qui aura des répercussions jusqu'à l'époque actuelle: changer le nom de la province. La région ne sera pas désignée par le nom de Judée, qui fait référence à l'identité juive et à son lien historique avec la terre, mais plutôt sous le nom de Syria Palaestina, ou plus simplement Palestine, un terme issu des anciens Philistins, considérés comme les adversaires traditionnels des Juifs selon les textes sacrés. La décision d'Hadrien n'était pas le fruit du hasard. Les Romains excellaient dans l'utilisation symbolique du langage comme instrument de domination impériale. En optant pour le terme Palestine, tiré de Philistie, le pays des Philistins, Hadrien avait l'intention précise de dissocier la région de ses liens avec les Juifs et leur passé. Il s'agissait d'une punition symbolique infligée à un peuple qui s'était soulevé 3 fois contre Rome en moins de 7 décennies. La première insurrection juive, 66-73 après JC. La destruction du temple de Jérusalem a marqué la fin de l'ère du Second Temple, qui avait débuté avec le retour des Juifs d'exil babylonien sous le règne de Cyrus. La rébellion de Bar Kokhba, 132-135 après JC, fut la plus récente et la plus meurtrière, entraînant des centaines de milliers de décès et l'imposition d'une interdiction pour les Juifs de résider à Jérusalem. Il faut noter que lorsque Rome a donné le nom Palestine à cette région, les Philistins avaient cessé d'exister en tant que peuple identifiable depuis plus de 700 ans. La sélection du nom n'était pas liée à la démographie de la région à l'époque, mais plutôt à une portée symbolique historique et à l'intention d'éliminer les associations juives avec le territoire. La province romaine de Palestine couvrait en gros les régions correspondant à l'actuel Israël, au territoire palestinien et à une partie de la Jordanie, avec Jérusalem, appelée Aelia Capitolina, parmi ses principales cités, bien que Caesarea Maritima ait été désignée comme capitale provinciale, qui résidait dans cette Palestine récemment rebaptisée au IIe siècle après Jésus-Christ. À cette époque, la région abritait une population hétérogène, des Juifs en dépit des contraintes romaines, des Grecs, des Syriens, des Nabatéens, des Iduméens, des Samaritains, des Phéniciens, des Arabes et évidemment les colons romains. Au fil du temps, surtout après que le christianisme a été reconnu comme la religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle, la démographie continua de changer, avec une augmentation du nombre de chrétiens. Toutefois, il n'y avait pas de groupe identifiable en tant que palestinien au sens contemporain. Le terme « Palestine » était simplement utilisé d'un point de vue géographique et administratif, et non comme une identité nationale ou ethnique. Le terme « Palestine » a perduré même après la chute de l'Empire romain et a maintenu son usage durant l'époque byzantine 330-638 APOJC. JC, lorsque la zone s'est imposée comme un pôle crucial du christianisme naissant. On bâtit de multiples églises et monastères, attirant des pèlerins de l'ensemble du monde chrétien désireux de découvrir les sites liés à la vie du Christ. La majorité de la population se composait de chrétiens, tandis que des communautés juives plus petites
ont réussi à conserver leur présence en dépit des contraintes imposées par les Romains et les Byzantins. L'usage persistant du terme Palestine, à travers les époques, d'abord en tant que province romaine et byzantine, ensuite comme région intégrée dans différents empires islamiques et finalement en tant qu'entité administrative sous l'Empire ottoman et le mandat britannique, a établi un lien géographique qui gagnerait par la suite des significations politiques et identitaires. Toutefois, il est essentiel de saisir qu'il n'y a pas de lien continu, que ce soit sur le plan démographique ou culturel, entre les Philistins d'autrefois et les Palestiniens d'aujourd'hui. La connexion est purement nominale, fondée sur le fait que ces deux groupes humains ont cohabité à divers moments, sur un territoire qui a porté pendant un certain temps un nom issu de l'un d'eux. J'ai été formé avec des données jusqu'à octobre 2023, JC, constitue un tournant décisif dans l'histoire de cette région. Suite à un siège de courte durée, Jérusalem se rend face aux troupes du califat Rachidoun, mené par Omar ibn al-Khattab. L'étendard islamique remplace le drapeau byzantin orné de la croix chrétienne. C'est ainsi que débute un nouveau chapitre de l'histoire millénaire de cette terre, qui sera principalement sous le contrôle de divers gouvernements islamiques, issus de différentes dynasties et origines au cours des 13 siècles suivants. L'expansion islamique a entraîné des modifications profondes, mais progressives. Au départ, la majorité de la population demeurait chrétienne, avec des communautés juives importantes, surtout en Galilée et dans certaines cités côtières. Les dirigeants nouvellement installés ont mis en place le système de Dhimma, autorisant les chrétiens et les juifs à conserver leur foi en contrepartie du versement d'une taxe spécifique, jizya, et de la soumission à certaines limitations. Au cours des siècles, la composition démographique a évolué progressivement, alors qu'un nombre croissant d'individus se sont tournés vers l'islam, que ce soit par fervente croyance, par intérêt socio-économique, ou grâce à une conjonction de circonstances. Ce processus d'islamisation s'est accompagné d'une arabisation à la fois linguistique et culturelle, jetant les fondations de l'identité arabe qui marquera la région dans les temps ultérieurs. Au cours des siècles subséquents, la Palestine a été administrée par diverses dynasties islamiques. Les Omeyyades, 661-750, les Abbassides, 750-969, les Fatimides, 969-1071, et pour une courte durée par les Seldjoukides avant l'arrivée des croisés en 1099. Chaque régime a laissé son empreinte dans la région. Durant la période Omeyyade, Jérusalem a gagné en importance religieuse pour l'islam grâce à l'érection du dôme du rocher et de la mosquée d'Al-Aqsa sur le mont du Temple, Haram al-Sharif. Durant l'ère abbasside, la zone a connu un essor économique et culturel en tant qu'élément d'un grand empire focalisé sur Bagdad. La dynastie chiite des Fatimides, qui avait son siège au Caire, régnait avec une certaine tolérance, favorisant la coexistence de diverses communautés religieuses dans les cités palestiniennes. L'apparition des croisés en 1099 marqua une parenthèse ensanglantée dans l'histoire de cette région. Suite à la prise de Jérusalem, les chevaliers européens massacrèrent un grand nombre d'habitants juifs et musulmans, fondant le royaume latin de Jérusalem qui comprenait l'essentiel de la Palestine historique. Durant près de 2 siècles, cet État hybride, dirigé par une élite européenne minoritaire en dépit d'une population majoritairement autochtone, a préservé son existence fragile, sans cesse sous la menace des puissances islamiques avoisinantes. Finalement, en 1187, Saladin a repris Jérusalem, même si certaines villes côtières sont restées sous contrôle croisé jusqu'à la fin du XIIIe siècle. La bataille d'Ain Jalut, 1260, en Galilée, a vu les Mamelouks triompher des Mongols, une victoire qui a permis de préserver la Palestine ainsi que le reste du monde arabe de la conquête mongole et de consolider l'emprise mamelouk sur cette région. Ces combattants d'ascendance esclavagiste qui ont pris le contrôle de l'Égypte ont régné sur la Palestine pendant plus de 250 ans. Sous leur gouvernance, la région a connu un regain d'intérêt islamique pour Jérusalem,
marquée par la construction et la réhabilitation de plusieurs édifices religieux. Toutefois, cette époque a également connu un déclin économique relatif, exacerbé par des épidémies telles que la peste noire, qui a ravagé de nombreuses villes en Palestine au XIVe siècle. L'occupation ottomane de la Palestine entre 1116 et 1117, qui faisait partie de la campagne menée par le sultan Sélim Ier contre les Mamelouks, a marqué le début de la phase la plus étendue de gouvernance ininterrompue dans l'histoire contemporaine de cette zone. Durant plus de 400 ans, jusqu'à la conclusion de la Première Guerre mondiale, en 1918, la Palestine était intégrée à l'Empire ottoman, d'abord en tant que province de Damas, puis répartie en divers districts administratifs, Sanjak. Durant cette vaste période ottomane, caractérisée par des réformes et des transformations, suivies de son déclin, se sont établies les bases sociales, administratives et démographiques qui ont conduit plus tard à l'émergence du conflit contemporain entre Arabes et Juifs pour la possession de la terre. Au fil de ces alternances de dirigeants, byzantins, califes arabes, croisés européens, mamelouks d'origine turque et mongole, puis finalement ottomans, la population indigène a su démontrer une faculté d'adaptation impressionnante. Les identités étaient essentiellement caractérisées par des attributs religieux ou locaux plutôt que nationaux. Par exemple, un agriculteur d'un hameau voisin d'Hébron s'identifie principalement en tant que musulman, puis comme appartenant à son clan ou tribu, et finalement comme résident de son village ou zone. Le concept d'une identité palestinienne, moderne et nationale, n'était pas encore apparu. Cela surviendrait bien plus tard, en réaction à des événements historiques particuliers du XXe siècle. Le jour se lève sur Jérusalem à la fin du XIXe siècle. Le muezzin, depuis le minaret d'une mosquée, convie à la prière du matin. Dans le district chrétien, les cloches d'une église résonnent de leur propre son. Des hommes portant des chapeaux noirs se dirigent vers la synagogue dans le quartier juif. Durant la journée, les ruelles exiguës de la vieille ville verront se rencontrer des commerçants arabes, des marchands juifs, des pèlerins chrétiens et des fonctionnaires ottomans. Cette représentation de l'harmonie religieuse et culturelle, malgré certaines frictions, illustre la complexité de la Palestine à l'époque ottomane. Un patchwork de communautés sous le contrôle administratif de l'Empire ottoman. Le système des millets, mis en place par l'administration ottomane, structurait la société en offrant à chaque communauté religieuse, musulmans, chrétiens de différentes confessions, juifs, un niveau important d'indépendance dans les domaines internes tels que l'éducation, la justice civile et les rites religieux. Chaque millet était sous la direction de ses propres dirigeants religieux, jouant le rôle d'intermédiaire entre la communauté et le gouvernement impérial. Ce système en Palestine, tout comme dans d'autres régions ottomanes, favorisait une cohabitation assez stable entre divers groupes religieux. Bien que des hiérarchies distinctes existaient, les musulmans bénéficiaient d'un statut supérieur, tandis que les minorités religieuses étaient soumises à diverses contraintes et devaient s'acquitter de taxes spécifiques. Il existait des différences significatives entre la vie en milieu rural et urbain en Palestine à l'époque ottomane. La plupart des Arabes résidaient dans des hameaux agricoles, fellahin, où ils cultivaient blé, orge, oliviers, vignes et divers arbres fruitiers dans un mode de vie qui n'évoluait guère au fil des siècles. Ces communautés rurales étaient structurées autour de familles élargies à moula, offrant un appui mutuel et une protection dans une société où l'autorité gouvernementale était fréquemment éloignée. En ce qui concerne la vie en milieu urbain, elle s'organisait autour de cités telles que Jérusalem, Gaza, Jaffa, Haïfa, Naplouse et Hébron. Ici, artisans, marchands, érudits religieux et bureaucrates constituaient une société plus variée et hiérarchisée, avec des marchés animés où se négociaient des marchandises locales et importées. Quelques familles influentes, Ayyan, prédominaient sur le paysage social de la Palestine ottomane, exerçant une influence démesurée. Des familles telles que les Husseini,
les Nashashibi et les Khalidi à Jérusalem, les Abd al-Hadi à Naplouse ou encore les Shawa à Gaza avaient la maîtrise de vastes territoires, occupaient des postes cruciaux au sein de l'administration ottomane et dirigeaient d'importantes institutions de culte. Ces familles rivalisaient pour le pouvoir et l'influence, créant des systèmes de patronage qui définiraient ultérieurement les clivages politiques durant le mandat britannique. Grâce à leur formation, leur fortune et leurs liens avec Istanbul, ils pouvaient jouer le rôle d'intermédiaire entre la communauté locale et les autorités de l'Empire, renforçant ainsi leur statut prépondérant. Depuis le milieu du XIXe siècle, l'Empire ottoman mettait en œuvre une série de réformes dénommées Tanzimat, dans le but de moderniser l'État et la société. Dans le contexte palestinien, ces changements ont eu un impact notable. La réorganisation de l'administration provinciale a été réalisée, de nouveaux codes juridiques ont été mis en place, des conseils municipaux élus ont vu le jour et l'éducation laïque a été encouragée. La réforme de la propriété foncière de 1858, qui nécessitait une inscription officielle des terres traditionnellement exploitées en commun, a été particulièrement significative. De nombreux agriculteurs, par peur de taxes supplémentaires ou du service militaire, omirent d'inscrire leurs terrains, ce qui permit à de riches propriétaires fonciers et à des notables urbains de s'accaparer les terres, modifiant ainsi les structures socio-économiques rurales. Vers la fin du XIXe siècle, on commença à percevoir les premiers indices d'une identité palestinienne distincte, même si elle n'était pas encore définie en termes de nation moderne. L'augmentation de l'immigration juive, stimulée par l'émergence du mouvement sioniste, commença à créer des frictions et à favoriser un sentiment d'identité collective parmi la population arabe locale. Des publications arabes établies à Jérusalem, Jaffa et Haïfa ont commencé à traiter de la question palestinienne, bien qu'habituellement dans le contexte d'un nationalisme arabe plus vaste ou d'allégeance à l'Empire ottoman. Des penseurs tels que Najib Azouri et Rouhi al-Khalidi ont été des précurseurs en attirant l'attention sur les conséquences du projet sioniste pour le peuple arabe, établissant les fondements intellectuels de ce qui allait par la suite se transformer en nationalisme palestinien. Le 9 décembre 1917, le général Edmond Allenby fait son entrée à Jérusalem en passant par la porte de Jaffa, marquant la fin de 400 ans de contrôle ottoman sur la Palestine. La carte politique du Moyen-Orient a été profondément modifiée par la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman, qui avait formé une alliance avec l'Allemagne, était en cours de désintégration. Les puissances européennes, en particulier la Grande-Bretagne et la France, traçaient de nouveau les frontières de cette région en fonction de leurs intérêts coloniaux, ce qui a eu des répercussions durables pour tous ses habitants. Il y a un an, en mai 1916, le Royaume-Uni et la France avaient conclu l'accord Sykes-Picot dans le secret, lequel partageait les provinces arabes de l'Empire ottoman en zone d'influence pour Londres et Paris. D'après ce traité, la zone que nous identifions actuellement comme Palestine-Israël resterait sous supervision internationale, avec une influence notable du Royaume-Uni. Toutefois, un autre texte pourrait influencer de manière encore plus significative l'avenir de la région. La déclaration Balfour. Rédigée le 2 novembre 1917 par Arthur Balfour, alors ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, cette lettre concise manifestait l'appui du gouvernement britannique à la mise en place d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine, tout en précisant que rien ne sera entrepris susceptible de nuire aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine. La déclaration Balfour constituait un triomphe diplomatique pour le mouvement sioniste, officiellement instauré par Theodor Herzl en 1887, qui aspirait à créer un État juif en réaction à l'antisémitisme européen. Toutefois, pour les Palestiniens arabes, cette déclaration a été perçue comme une trahison. Durant le conflit, la Grande-Bretagne avait garanti l'autonomie aux Arabes en retour de leur soulèvement contre les Ottomans. Échanges écrits Hussein MacMahon. Il apparaissait désormais que les Britanniques s'étaient engagés à remettre la Palestine aux Juifs, en dépit du fait
qu'à cette époque, ceux-ci représentaient moins de 10% de la population. L'arrivée des Juifs en Palestine avait débuté plusieurs décennies avant la déclaration Balfour. La première vague d'immigration, Aliyah, de 1882 à 1903, a surtout vu l'arrivée de Juifs russes fuyant les pogroms. La deuxième Aliyah, 1904-1914, a introduit des concepts socialistes qui ont façonné les institutions de l'avenir Israël. Ces premiers groupes d'immigrants ont fondé des exploitations agricoles, acheté des terrains via le Fonds national juif et mis en place des structures telles que les kibbutzim, fermes collectives. Au début, les interactions entre les colons juifs et les Arabes du coin ont varié, de la collaboration et de la coexistence aux frictions liées à la terre et l'emploi. Avec l'expansion de la communauté juive, les tensions augmentaient également. C'est en 1908, lors de la révolution des jeunes Turcs au sein de l'Empire ottoman, que virent le jour les premiers quotidiens arabes en Palestine, exprimant leur inquiétude face au projet sioniste. En 1911, à Jaffa, des journalistes et des militants palestiniens constituèrent une association pour s'opposer à la cession de terrain aux instances sionistes. Toutefois, les premières réactions palestiniennes au sionisme étaient sporadiques et désorganisées, témoignant de l'absence d'une identité nationale palestinienne bien ancrée à cette période. La plupart des Arabes palestiniens se définissaient surtout en tant qu'ottomans, arabes ou selon des critères religieux et locaux, plutôt que comme palestiniens dans le sens moderne du terme. La conclusion de la Première Guerre mondiale et l'effondrement de l'Empire ottoman ont laissé la Palestine dans un état d'incertitude. Les Arabes aspiraient à la souveraineté. Les sionistes poussaient pour l'établissement d'un État juif. Et les Britanniques s'efforçaient de concilier des engagements opposés tout en préservant leurs intérêts coloniaux. Lors de la conférence de paix à Paris en 1919, des délégués sionistes et arabes exposèrent leurs perspectives contraires concernant le futur de la région. Faisal ibn Hussein, qui représentait le mouvement nationaliste arabe, a d'abord montré une certaine tolérance à l'immigration juive en quantité restreinte, mais a insisté sur la nécessité de l'indépendance arabe. Sous la direction de Chaim Weizmann, le mouvement sioniste a exercé des pressions en faveur de l'application de la déclaration Balfour. Ces points de vue opposés ont posé les fondements d'un conflit qui marquerait la région pour le siècle à venir. Au début des années 1920, au sein d'une imprimerie basée à Jérusalem, les machines tournent à plein rendement. Le journal Philastin, Palestine, établi à Jaffa en 1911, publie des articles qui critiquent le mandat britannique et mettent en garde contre les répercussions de l'immigration juive sur la population arabe locale. Dans des établissements tels que les cafés et salons de Jérusalem, Haïfa et Naplouse, des penseurs arabes s'engagent dans des discussions animées portant sur l'identité, la résistance et le futur politique. Nous observons l'émergence d'une conscience nationale palestinienne, une dynamique largement stimulée par la menace perçue du projet sioniste et les politiques mises en œuvre sous le mandat britannique. Pendant les dernières décennies de l'Empire ottoman, le nationalisme arabe a commencé à émerger dans le Levant, stimulé par les notions européennes d'autodétermination nationale et en réaction à l'augmentation de la turquification de l'Empire. À Damas, Beyrouth et Le Caire, des érudits ont formulé des conceptions d'une identité arabe partagée, fondée sur la langue commune, l'histoire et la culture. Néanmoins, en Palestine, l'émergence d'un nationalisme spécifiquement palestinien a suivi une trajectoire différente, façonnée par les conditions particulières de la région. L'existence du mouvement sioniste et le régime spécifique du mandat britannique, dont le texte fondateur, validé par la Société des Nations en 1922, contenait la déclaration Balfour. Les médias ont joué un rôle déterminant dans la construction de l'identité nationale palestinienne. Des publications telles que Philastin et Al-Karmil ne se contentaient pas de relater les faits locaux. Elles construisaient également un récit palestinien spécifique, dépeignant la communauté arabe locale comme une entité solidaire mise en péril par la colonisation sioniste.
Ces publications ont aidé à métamorphoser des identités locales éclatées en une conscience collective plus vaste. Les rédacteurs et les journalistes, généralement issus de familles chrétiennes instruites, ont pris une place prépondérante en tant que leaders d'opinion, désignant le sionisme comme le danger majeur pour l'avenir de la population arabe en Palestine. Sans doute la réponse au sionisme a été le facteur d'activation le plus fort pour le nationalisme palestinien. Alors que l'immigration juive s'intensifiait, notamment pendant la troisième Aliyah de 1919-1923 et la quatrième de 1924-1929, et que les institutions sionistes gagnaient en superficie et en influence, la population arabe a commencé à percevoir une menace pour son existence. Ce qui avait d'abord été perçu comme un mouvement religieux ou une forme d'impérialisme européen a progressivement été identifié comme un projet national rival, revendiquant le même territoire. Cette perception partagée d'un danger commun a engendré un sentiment de solidarité entre les musulmans et les chrétiens arabes, transcendant les clivages religieux et territoriaux. Le passage progressif et inégal de l'identité locale et religieuse vers une identité nationale palestinienne a été observé. Dans les régions rurales où résidaient la plupart des habitants, l'attachement premier demeurait envers la famille élargie, Hamoula et le village. Dans des cités telles que Jérusalem, Haïfa et Jaffa, une classe moyenne instruite a commencé à exprimer des notions plus contemporaines de l'identité nationale. Des familles prestigieuses traditionnelles, telles que les Husseini et les Nashashibi, ont modifié leur discours face à cette nouvelle réalité. Elles se sont positionnées comme des soutiens de la cause palestinienne, tout en rivalisant pour l'influence et les rôles de leadership. Les congrès arabes palestiniens, qui ont débuté en 1919, constituaient des efforts visant à établir des institutions nationales représentatives. Ces congrès, dominés par les familles éminentes, ont rejeté la déclaration Balfour et le mandat britannique, réclamant l'indépendance et la cessation de l'immigration juive. Toutefois, les dissensions internes, notamment entre les partisans des familles Husseini et Nashashibi, ont eu pour effet de diminuer la force du mouvement national palestinien. Durant cette période, la communauté juive en Palestine, connue sous le nom de Yishuv, a progressivement mis en place des structures proto-étatiques de plus en plus avancées, telles que l'agence juive, le syndicat Histadrut et des unités de défense paramilitaires comme la Haganah. Cela a contribué à creuser le fossé organisationnel entre les deux communautés. Le drapeau de l'Union Jack est hissé sur le palais du Haut-Commissaire à Jérusalem. Des troupes britanniques effectuent des rondes dans les rues de Haïfa, pendant que des responsables coloniaux mettent en œuvre des politiques visant à harmoniser des engagements opposés. De 1920 à 1948, la Palestine a été sous l'autorité britannique, en vertu d'un mandat de la Société des Nations, qui lui conférait le pouvoir de mettre en place les conditions politiques, administratives et économiques garantissant l'instauration du foyer national juif, tout en préservant les droits civils et religieux de tous les résidents de Palestine, sans distinction de race ou de religion. Le gouvernement britannique a réparti la Palestine en zones administratives, mis en place un cadre juridique combinant les lois ottomanes, britanniques et locales, et supervisé l'évolution économique ainsi que l'infrastructure. Les Britanniques ont conservé le système ottoman de représentation communautaire pour les questions religieuses, sans toutefois mettre en place d'institutions démocratiques importantes. Lorsque l'idée d'établir un conseil législatif en 1922 fut envisagée, les Arabes palestiniens décidèrent de le boycotter, estimant qu'il ne proposait pas un chemin évident vers l'indépendance et qu'il acceptait la déclaration Balfour. L'histoire du mandat serait marquée par la répétition de ce modèle de rejet palestinien aux propositions qui ne répondaient pas aux exigences nationalistes fondamentales. Sous la direction de Hajj Amin al-Husseini, grand moufti de Jérusalem, le Haut Comité arabe, créé en 1936, a constitué l'effort majeur visant à établir une institution politique unifiée pour la population palestinienne pendant la période du mandat.
Le comité, qui rassemblait des dirigeants de différentes factions, visait à orchestrer une résistance contre le mandat et le projet sioniste. Toutefois, il était sous l'emprise des familles influentes traditionnelles et entretenait des liens restreints avec les masses rurales qui représentaient la majorité de la population palestinienne. Ce découplage entre la direction urbaine et la base rurale pourrait affaiblir le mouvement nationaliste palestinien dans des moments clés. Hajj Amin al-Husseini symbolise les contradictions et complexités inhérentes au nationalisme palestinien naissant. En 1921, il a été désigné grand moufti par les Britanniques. Bien qu'il n'ait pas été le candidat avec le plus de voix, al-Husseini a profité de sa position religieuse pour établir une fondation politique. Sous sa direction, la protection de Jérusalem et de ses sites islamiques sacrés s'est transformée en un emblème nationaliste fort, conjuguant identité religieuse et nationale. Toutefois, son association ultérieure avec l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale nuirait à la cause palestinienne sur le plan international. Tandis que ses opposants le perçoivent comme un extrémiste qui radicalise le mouvement, ses partisans le considèrent comme un patriote qui s'est opposé à la fois au colonialisme britannique et au sionisme. La révolte arabe de 1936-1939 représente l'apogée de la résistance palestinienne durant le mandat. Ce qui a débuté comme un mouvement de protestation générale contre l'immigration juive et la vente de terrain s'est transformé en une insurrection armée à grande échelle. Durant près de 3 ans, des groupes de guérilla palestiniens, les Fedayines, ont mené des attaques contre des cibles britanniques et sionistes, parvenant à prendre le contrôle temporaire de vastes régions rurales. La réaction du Royaume-Uni fut rigoureuse. La loi martiale fut instaurée, des milliers de Palestiniens furent emprisonnés, des centaines d'habitations rasées en guise de punition collective, et la plupart des dirigeants politiques palestiniens exécutés ou contraints à l'exil. La rébellion a abouti à une défaite, laissant la population palestinienne épuisée et son leadership réduit à néant, précisément au moment où des décisions essentielles concernant l'avenir de la région étaient imminentes. Les deux parties ont refusé les suggestions britanniques pour mettre fin au conflit. La partition de la Palestine, en état distinct pour les Juifs et les Arabes, avec Jérusalem et un corridor maritime sous administration britannique, fut recommandée par la commission Peel en 1937. Les dirigeants sionistes ont consenti à l'idée de partition, même si les frontières suggérées ne leur semblaient pas satisfaisantes, alors que les Palestiniens l'ont fermement refusée, la considérant comme une atteinte à leur droit à l'autodétermination sur l'ensemble du territoire palestinien. Le livre blanc de 1939, qui restreignait l'immigration juive et envisageait l'indépendance avec une majorité arabe dans 10 ans, a été repoussé par les sionistes en le considérant comme une trahison de la déclaration Balfour. De leur côté, les Palestiniens ont commencé à se méfier des intentions britanniques malgré leur appréciation du contenu, compte tenu des nombreuses années de politique favorable au sionisme. La situation en Palestine a subi un changement radical à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Holocauste avait engendré une nécessité éthique pour la création d'un État juif. Les États-Unis, prenant le relais de la Grande-Bretagne en tant que puissance globale prépondérante, appuyaient de plus en plus les ambitions sionistes. Les Britanniques, affligés par la guerre et confrontés à la résistance non seulement des Juifs, des groupes tels que l'Irgun et le Lehi menaient des attaques terroristes ciblant des objectifs britanniques, mais aussi des Arabes, exprimèrent leur volonté de se désengager. La société palestinienne, se remettant encore de la répression qui a suivi la révolte de 1936-39, était dépourvue du leadership et des structures nécessaires pour faire face à ce qui allait arriver. Le scénario était élaboré pour le conflit final concernant la souveraineté de la Palestine. Un homme d'âge mûr a fermé la porte de son domicile à Jaffa en gardant la clé dans sa poche. Il ignore qu'il ne sera jamais de retour, que cette clé se métamorphosera en un artefact familial, un emblème de perte et d'espoir légué à sa descendance. À quelques kilomètres de distance, des rescapés de l'Holocauste foulent le sol d'Haïfa.
y déposant un baiser en signe d'affection pour ce qu'ils considèrent comme leur terre promise après des siècles de persécution sur le continent européen. Deux récits inconciliables, coexistant sur le même sol, s'apprêtent à se heurter dans l'un des épisodes les plus marquants et traumatisants du XXe siècle au Moyen-Orient. L'Assemblée générale des Nations unies a voté pour la résolution 181, le 29 novembre 1947, qui proposait de diviser la Palestine en une zone juive, 56% du territoire, une zone arabe, 43%, ainsi qu'une Jérusalem placée sous administration internationale. En ce temps-là, les Juifs représentaient approximativement un tiers de la population et détenaient près de 7% du territoire. Les dirigeants sionistes ont adhéré à ce plan, le percevant comme l'aboutissement de nombreuses années d'efforts diplomatiques et une reconnaissance mondiale de leur droit à l'autodétermination. Les Palestiniens et les pays arabes ont refusé la proposition de partage, la jugent inéquitable et un acte colonial qui négligeait les droits de la majorité locale. Cela a conduit à une guerre civile en Palestine entre les populations juives et arabes, qui s'est ensuite transformée en conflit interétatique suite à la proclamation de l'indépendance d'Israël le 14 mai 1948 et l'attaque subséquente des forces militaires d'Égypte, Transjordanie, maintenant appelée Jordanie, Syrie, Liban et Irak. Les causes, l'évolution et les responsabilités de ce conflit font l'objet de vives discussions parmi les historiens. L'histoire israélienne classique le dépeint comme une lutte pour l'indépendance et la survie face à des forces arabes supérieures. Selon le récit palestinien, il s'agit d'une épuration ethnique orchestrée, Al-Nakba, la catastrophe qui a conduit à leur dépossession et déplacement. La nouvelle historiographie israélienne, apparue dans les années 1980 suite à l'ouverture des archives déclassifiées, a remis en question plusieurs éléments de la narration traditionnelle israélienne. Des historiens tels que Benny Morris, Ilan Pappé et Avi Shlaim ont établi que, contrairement à la représentation du combat comme David contre Goliath, les forces sionistes israéliennes étaient en réalité plus structurées, formées et, lors de moments déterminants, mieux équipés en armement que leurs adversaires arabes. Ils ont également enregistré de nombreux incidents de déportation forcée de Palestiniens et ont discuté de la possibilité d'un plan stratégique pour déplacer la population palestinienne. Aussi, l'émigration massive a été provoquée par des décisions militaires ponctuelles, une panique publique, des ordres d'évacuation arabes et un ensemble d'autres éléments. Il est incontestable que le bilan est là. Entre 700 000 et 750 000 Palestiniens, environ 80% des Arabes dans la région qui est devenue Israël, ont été déracinés de leur domicile. Plus de 400 villages palestiniens ont été démolis ou réhabités par des Juifs. Des cités dotées de vieilles populations arabes telles que Jaffa, Lida, Lod, Ramla, Acre et Haïfa ont vu la plupart de leurs résidents arabes s'évaporer. Parallèlement, près de 700 000 Juifs des pays arabes et musulmans ont émigré vers Israël dans les décennies qui ont suivi, un grand nombre d'entre eux fuyant les persécutions provoquées par le conflit arabo-israélien, entraînant ainsi un transfert de population de facto. Pour les Palestiniens, Al-Nakba symbolise une discontinuité désastreuse dans leur histoire commune. Des populations entières ont été délogées, des foyers divisés, et une société en grande partie rurale, liée à la terre, s'est métamorphosée en une communauté de réfugiés dépendant de l'assistance internationale. La perte ne s'est pas limitée à l'aspect matériel. Elle a également eu des implications culturelles et psychologiques, un traumatisme collectif qui marquerait l'identité palestinienne dans les décennies à venir. L'événement de la Nakba est devenu le pilier central de l'identité nationale palestinienne contemporaine, rassemblant des Palestiniens d'origines diverses dans une expérience commune de perte et de désir de retour. Majoritairement, les réfugiés palestiniens se sont établis dans des camps gérés par l'UNRWA, agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, située à Gaza, alors gérée par l'Égypte, en Cisjordanie,
qui a été annexée par la Jordanie, ainsi qu'au Liban, en Syrie et en Jordanie. Leur situation différait considérablement. En Jordanie, de nombreux individus ont obtenu la citoyenneté complète, mais ont dû faire face à la discrimination. Au Liban, ils ont été délibérément marginalisés par crainte que leur intégration, étant principalement sunnite, ne perturbe l'équilibre confessionnel fragile du pays. En Syrie, ils bénéficiaient presque de tous les droits, sauf celui de la citoyenneté. Dans tous les scénarios, l'espoir de retour est resté vivant, illustré par les clés de maisons délaissées que de nombreuses familles ont gardées. Environ 150 000 Palestiniens restèrent à l'intérieur des limites du nouvel État d'Israël, acquérant la citoyenneté israélienne tout en étant soumis à un régime militaire jusqu'en 1966. Cette minorité a fait face à la confiscation de terres, aux limitations de déplacement et à une discrimination systématique, tout en élaborant des tactiques de préservation culturelle et politique au cœur de l'État juif. Au fil du temps, les Arabes israéliens ou Palestiniens ayant la citoyenneté israélienne pourraient constituer un groupe essentiel qui conteste à la fois les interprétations restrictives du sionisme et du nationalisme palestinien. L'accord de paix de 1949, qui a mis un terme au conflit, a mené à la division de la Palestine. Israël détenait 78% du territoire du mandat, la Jordanie a effectué l'annexion de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, tandis que l'Égypte gérait la bande de Gaza. Il n'y eut aucun établissement d'un État palestinien. La question palestinienne, initialement perçue comme un conflit local lié à la terre et à l'identité nationale, s'est métamorphosée en une question régionale et mondiale qui déterminera les dynamiques politiques du Moyen-Orient pour les décennies à venir. Au début des années 1950, dans un camp de réfugiés surpeuplé à Gaza, une mère offre à ses enfants des récits du village qu'ils ont abandonné. Les champs d'oliviers, la demeure avec jardin, les festivités collectives. Dans une institution de l'UNRWA en Cisjordanie, des enfants se consacrent à leurs études, encouragés par des parents qui considèrent l'éducation comme le seul moyen de regagner la dignité perdue. À Beyrouth, des jeunes intellectuels palestiniens ont des discussions passionnées sur le nationalisme, la révolution et la libération. En exil, la nation palestinienne qui a perdu sa terre se reconstruit à travers l'éducation, la mobilisation politique et la préservation de sa mémoire. Suite à la Nakba, la société palestinienne demeura divisée sur les plans géographiques et politiques. La bande de Gaza, une petite région de 360 km², abritait environ 200 000 réfugiés en plus de 80 000 résidents d'origine et demeura sous le contrôle militaire de l'Égypte. Bien que l'Égypte n'ait pas officiellement intégré Gaza, elle a également empêché l'établissement d'institutions palestiniennes indépendantes importantes. Le territoire, isolé et démuni, était tributaire de l'assistance internationale et des transferts d'argent effectués par les travailleurs palestiniens au Golfe Persique. Toutefois, c'est à Gaza que se formèrent certaines des premières factions de résistance armée palestinienne, y compris les Fedaïns qui commencèrent leurs attaques contre Israël au milieu des années 1950. La Cisjordanie a connu un destin distinct. En 1950, la Jordanie a officiellement annexé ce territoire, une action reconnue uniquement par le Royaume-Uni et le Pakistan, et ses résidents ont obtenu la nationalité jordanienne. Le roi Abdallah chercha à unifier la population palestinienne, qui représentait désormais plus de 50% des habitants de la Jordanie. Les élites palestiniennes ont été intégrées au système politique de la Jordanie, où elles ont occupé des rôles au sein du gouvernement et du Parlement. Néanmoins, le pouvoir effectif est resté solidement ancré entre les mains de la monarchie hachémite et de son socle tribal transjordanien. Jérusalem-Est, qui comprend la vieille ville et ses sites sacrés, demeura également sous contrôle jordanien, empêchant les Palestiniens de bénéficier de ce que beaucoup considéraient comme leur capitale légitime. Dans l'exil plus étendu, notamment au Liban, en Syrie et au Koweït, des communautés palestiniennes instruites ont commencé à formuler de nouvelles expressions du nationalisme.
la perte de la Palestine a suscité une vive agitation intellectuelle et politique. Des périodiques tels que la revue Philastine, actuellement éditée depuis Beyrouth, et des quotidiens comme Al-Hadaf, préservaient la flamme de la cause palestinienne tout en encourageant l'épanouissement d'une identité nationale en diaspora. De diverses structures organisationnelles, telles que des syndicats, des associations professionnelles et des organisations étudiantes palestiniennes, ont vu le jour dans plusieurs pays arabes, jouant par la suite un rôle essentiel pour le mouvement national. L'établissement de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, en 1964, a constitué un tournant décisif. L'OLP, qui a vu le jour sous l'égide de la Ligue arabe à l'époque égyptienne, était initialement une organisation plutôt conservatrice dirigée par Ahmad Shoukairi. Toutefois, suite à la cuisante défaite arabe lors de la guerre des 6 jours en 1967, qui aboutit à l'occupation israélienne de la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, les hauteurs du Golan et le Sinaï, des factions plus extrêmes telles que le Fatah, sous la direction de Yasser Arafat, s'emparèrent de l'organisation. Arafat a été nommé président de l'OLP en 1969, transformant ainsi le groupe en un mouvement de libération nationale visant à obtenir l'autodétermination des Palestiniens par des actions armées. L'apport des intellectuels palestiniens à la construction de l'identité nationale durant cette époque fut crucial. Des personnalités telles que Ghassan Kanafani, qui a dépeint le traumatisme du déracinement et la résistance dans ses récits et romans, Edward Saïd, qui a étudié l'image des Arabes et des Palestiniens dans l'orientalisme, et le poète Mahmoud Darwish, dont les vers exprimaient le désir de recouvrer la terre perdue et l'affirmation de l'identité palestinienne, ont façonné un patrimoine culturel alimentant le nationalisme palestinien. L'art, la littérature et la musique palestinienne ont prospéré en exil, transformant le sentiment de perte en une puissante manifestation culturelle qui consolidait le sens d'identité collective. À l'échelle mondiale, la cause palestinienne a progressivement obtenu de la reconnaissance. À l'origine considérée comme une question de réfugiés, elle a été redéfinie dans les années 1970 en tant que problématique d'autodétermination nationale. En 1974, l'OLP a acquis le statut d'observateur à l'ONU et Arafat a eu l'opportunité de s'adresser à l'Assemblée générale où il a prononcé la célèbre phrase « Je suis venu tenant une branche d'olivier et un pistolet de liberté. Ne permettez pas que la branche d'olivier échappe de ma main ». La question palestinienne demeura dans l'agenda international grâce à un mélange de diplomatie internationale, d'activisme et, de manière controversée, de tactiques terroristes, telles que l'attaque contre des sportifs israéliens lors des Jeux olympiques de Munich en 1972. Ce phénomène persista malgré la réticence persistante d'Israël et des États-Unis à reconnaître l'OLP comme représentante légitime du peuple palestinien jusqu'à la fin des années 1980. À Bethléem, le tintement des cloches d'une église se mêle à l'appel à la prière du Mouezzin. Dans un bistrot de Ramallah, des universitaires s'engagent dans de vifs débats politiques pendant que des artistes concoctent une exposition inédite. Dans un camp de réfugiés à Naplouse, des aînés transmettent les coutumes orales à la nouvelle génération. Un homme d'affaires palestinien à Amman finalise un traité commercial mondial tout en préservant des relations étroites avec son village d'origine, en Cisjordanie. Ces illustrations mettent en évidence la diversité et la complexité de la société palestinienne, qui va bien au-delà de l'image simpliste d'un peuple caractérisé uniquement par le conflit et la douleur. La pluralité des croyances religieuses a toujours été un trait distinctif de la société palestinienne depuis les époques anciennes. Malgré le fait que la plupart des Palestiniens soient de confession musulmane sunnite, une minorité chrétienne importante, de 6 à 8% avant 1948, maintenant tombée à 1,5% en raison de l'émigration, a eu un impact majeur sur l'histoire culturelle et politique de la Palestine. Des familles chrétiennes telles que les Ashraouis, Abou Saada et Khouri ont joué un rôle majeur dans les domaines de la politique, de l'éducation et des affaires.
Parmi les principales confessions chrétiennes, on retrouve les orthodoxes grecs, les catholiques romains, les melkites, catholiques grecs, les orthodoxes syriens, les arméniens, ainsi que les protestants. Bethléem, Jérusalem, Nazareth et Ramallah ont historiquement été des foyers de vie chrétienne palestinienne. On trouve également de petites communautés druzes et samaritaines qui participent à la diversité religieuse en Palestine. Historiquement, la différence entre le milieu urbain et rural a joué un rôle important dans la société palestinienne. Avant 1948, la plupart des habitants résidaient dans des hameaux agricoles, où de solides traditions communautaires et un lien étroit avec la terre perdurent. Des villes telles que Jérusalem, Jaffa, Haïfa, Gaza et Naplouse ont été des pôles de commerce, de religion et de culture où se formait une classe moyenne urbaine dotée de liens internationaux. Cette structure a été considérablement impactée par la Nakba, avec des centaines de villages détruits et une transition d'une société largement rurale vers une population réfugiée urbanisée. Néanmoins, le lien avec la terre demeure un puissant symbole de l'identité palestinienne, manifesté à travers la littérature, les arts et l'engagement politique, notamment au sujet des oliveraies, qui incarnent la continuité historique et l'ancrage. Les structures sociales classiques, basées sur des familles élargies, amoulas, et des collectivités locales, ont connu une évolution tout en conservant leur influence. À Gaza et en Cisjordanie, là où l'État fonctionne mal, les familles élargies persistent à constituer des systèmes de soutien socio-économique. Ces organisations classiques cohabitent avec une société civile palestinienne dynamique regroupant des ONG, des syndicats professionnels, des associations et des mouvements sociaux. Particulièrement depuis la signature des accords d'Oslo en 1993, ces entités ont pris en charge plusieurs rôles étatiques, en offrant des services dans les domaines de l'éducation, de la santé et du social. Des institutions telles que le Centre palestinien des droits de l'homme, la Société académique palestinienne pour l'étude d'affaires internationales, PASIA, et le Centre de femmes pour le Conseil légal et social illustrent un tissu associatif dynamique qui fréquemment dépasse les clivages politiques. Malgré le déplacement et l'occupation, l'expression culturelle palestinienne a prospéré, devenant un élément essentiel de la résistance et de la sauvegarde de l'identité. Depuis la poésie de Mahmoud Darwish, Fadwa Toukan et Taha Muhammad Ali, jusqu'à la prose de Ghassan Kanafani, Émile Habibi et plus récemment Suzanne Aboulawa, la littérature palestinienne a su exprimer l'expérience palestinienne pour des publics aussi bien locaux qu'internationaux. Des artistes tels qu'Ismail Chamout, Slimane Mansour et Émilie Jassir, dans le domaine des arts visuels, ont élaboré un langage visuel singulier, fusionnant motifs traditionnels et méthodes contemporaines pour examiner les sujets de la mémoire, de l'identité et de la résistance. Le cinéma palestinien, porté par des réalisateurs tels que Michel Khleifi, Elia Suleiman et Hani Abou Assad, a acquis une renommée mondiale grâce à sa représentation subtile de la vie sous occupation et en exil. Les femmes palestiniennes ont assumé des rôles essentiels aussi bien dans la sauvegarde de l'unité familiale et communautaire que dans la bataille nationale. Des personnalités telles que Hanan Ashrawi, Leila Khaled, Rasmea Odeh et Hanan Mikhail Ashrawi se sont distinguées dans les domaines de la politique, de l'activisme et du milieu universitaire. Des groupes féministes palestiniens tels que l'Union générale des femmes palestiniennes, fondée en 1965, ont œuvré pour les droits des femmes tout en s'impliquant dans la bataille nationale de plus grande envergure. On observe un conflit constant entre un courant nationaliste qui, à l'occasion, place les problèmes de genre après la question de la libération nationale et un mouvement féministe qui soutient que la libération de la Palestine doit englober l'égalité des genres. Des femmes militantes ont élaboré des études qui associent l'occupation israélienne aux structures patriarcales, soutenant que ces deux types d'oppression doivent être traités en même temps. Cette pluralité sociale, culturelle et religieuse
remet en question les visions réductrices des Palestiniens réduits à des rôles de victimes ou de combattants. Comme toute autre société, la société palestinienne est marquée par de nombreuses facettes, contradictions internes et discussions constantes concernant son identité, ses valeurs et son avenir. Il est crucial de reconnaître cette complexité pour saisir non seulement l'identité des Palestiniens, mais aussi la manière dont ils ont préservé un sentiment d'appartenance collective en dépit de décennies de dispersion, d'occupation et de conflits. Un jeune Palestinien a jeté une pierre sur un char israélien. Cette image emblématique de la première Intifada, 1987-1993, a attiré l'attention internationale et modifié la façon dont le conflit israélo-palestinien est perçu dans le monde. Ce qui a débuté comme des manifestations spontanées dans le camp de réfugiés de Jabalia à Gaza, suite à un accident de la route ayant coûté la vie à 4 Palestiniens, s'est rapidement transformé en insurrection populaire généralisée contre l'occupation israélienne de la Cisjordanie et Gaza, une occupation qui perdurait alors depuis 20 ans. La première intifada a marqué une transformation essentielle dans le combat palestinien. À l'inverse des stratégies précédentes axées sur la résistance armée orchestrée par l'OLP depuis l'extérieur, l'intifada a émergé comme un mouvement populaire au sein des territoires occupés. Elle se composait majoritairement d'actions de désobéissance pacifique, grèves, boycotts économiques, refus d'obtempérer et manifestations publiques où de jeunes Palestiniens lançaient des pierres aux soldats israéliens lourdement équipés. Lorsqu'Israël fermait les écoles, des comités populaires mirent en place des services éducatifs alternatifs, créèrent des coopératives économiques et orchestrèrent des manifestations. Le leadership national unifié du soulèvement, un groupement secret de groupes palestiniens, publiait régulièrement des déclarations comportant des directives pour des actions particulières. La réaction d'Israël a été rude. Instauration de couvre-feu, fermeture d'établissements scolaires et universitaires, arrestations en masse, déportations, destruction de résidences et recours à la force mortelle contre les manifestants. La directive de briser les os, émise par l'ancien ministre de la Défense Yitzhak Rabin, qui commandait aux soldats de briser les bras des jetteurs de pierre, a suscité une réprobation mondiale. Au cours des 6 ans de l'intifada, les forces israéliennes ont tué plus de 1000 Palestiniens, blessant des dizaines de milliers d'autres et en emprisonnant encore davantage. Près de 160 Israéliens ont également perdu la vie. Sur la scène mondiale, les photos de jeunes Palestiniens sans armes, faisant face à l'une des forces militaires les plus redoutables du monde, ont modifié la perception du conflit. On ne percevait plus les Palestiniens uniquement comme des terroristes ou des réfugiés inertes, mais comme un peuple qui se battait pour ses droits fondamentaux. L'intifada a également contraint à une modification de la politique de l'OLP. Le Conseil national palestinien a déclaré l'État de Palestine en novembre 1988, a implicitement adhéré à la solution des 2 États en reconnaissant les résolutions 242 et 338 de l'ONU et a officialisé son abandon du terrorisme. Ces étapes ont ouvert la voie à un dialogue direct entre l'OLP et les États-Unis. L'aboutissement de la guerre froide, la guerre du Golfe en 1991, qui a diminué l'influence de l'OLP en raison de son appui à l'Irak, et les répercussions persistantes de l'intifada ont établi un contexte propice à une progression diplomatique. La conférence de Madrid, qui s'est tenue en 1991, a vu pour la première fois Israël et plusieurs pays arabes se réunir, y compris une représentation palestinienne qui était techniquement intégrée à la délégation jordanienne, étant donné qu'Israël refusait d'engager directement des négociations avec l'OLP. En parallèle, des pourparlers directs entre des délégués israéliens et de l'OLP ont démarré dans un canal secret à Oslo, en Norvège, conduisant à une percée inattendue. Le 13 septembre 1993, lors d'une cérémonie ayant lieu dans le jardin de la Maison-Blanche, Yitzhak Rabin, alors Premier ministre israélien, et Yasser Arafat, chef de l'OLP, ont paraphé la déclaration de principe, le premier des accords d'Oslo.
L'OLP a été reconnu par Israël comme le porte-parole du peuple palestinien, tandis que l'OLP a reconnu le droit d'Israël à vivre en paix et en sécurité. Le pacte prévoyait une démarche progressive sur 5 ans pour céder l'autorité aux Palestiniens en Cisjordanie et Gaza, débutant par la mise en place de l'Autorité nationale palestinienne, ANP, à Jéricho et Gaza. Au cours des années suivantes, plusieurs accords supplémentaires ont été partiellement mis en œuvre. Oslo II, 1995, a subdivisé la Cisjordanie en zone A, sous contrôle total palestinien, B, sous contrôle civil palestinien et sécurité israélienne, et C, sous contrôle total israélien. Le protocole d'Hébron, 1997, a déterminé une division de cette ville, et le mémorandum de Wye River, 1998, a prévu davantage de retraits israéliens. Yasser Arafat fit son retour à Gaza en 1994 pour prendre la tête de l'autorité nationale palestinienne récemment créée, et les premières élections palestiniennes eurent lieu en 1996. Toutefois, des sujets clés tels que Jérusalem, les réfaits, les implantations, les limites territoriales et la sécurité ont été mis de côté pour des discussions sur le statut final qui n'ont jamais abouti. Le processus d'Oslo a fait face à l'opposition des deux parties. Des organisations palestiniennes telles que le Hamas et le Djihad islamique, qui refusent de reconnaître Israël et qui sont impliquées dans la lutte armée, ont mené des attentats suicides visant des citoyens israéliens. L'accord a été dénoncé par la droite israélienne comme une capitulation au terrorisme, Benjamin Netanyahou étant à la tête de l'opposition. Le processus de paix a subi un coup d'une grande ampleur à la suite de l'assassinat de Rabin par un fanatique juif en novembre 1995. Durant cette période, Israël a persisté à développer ses colonies en Cisjordanie, multipliant par 2 le nombre de colons pendant les accords d'Oslo et morcelant le territoire palestinien grâce à l'établissement de routes de déviation et de checkpoints. En 1999, il était évident que le processus d'Oslo n'avait pas répondu aux attentes de l'une ou l'autre des parties. Les Palestiniens n'ont pas réussi à établir un État viable, et l'occupation persiste avec des modalités de contrôle renouvelées. Les Israéliens n'ont pas réussi à obtenir la sécurité promise. L'effort ultime pour préserver le processus a eu lieu lors du sommet de Camp David en juillet 2000. Le Premier ministre israélien Ehud Barak et Yasser Arafat, sous la médiation du président Bill Clinton, ont essayé en vain d'atteindre un accord définitif. Les diverses interprétations concernant l'échec des négociations de Camp David reflètent les points de vue divergents sur le conflit, tandis que les Israéliens et les Américains ont imputé la responsabilité à Arafat pour avoir refusé une offre généreuse. Les Palestiniens ont soutenu que la proposition n'offrait pas un État viable et ne traitait pas correctement la question des réfugiés. Un jour ordinaire en Cisjordanie, un universitaire palestinien se lève avant le lever du jour pour franchir le poste de contrôle de Kalandia, entreprenant un voyage de 2 heures depuis Ramallah jusqu'à Jérusalem. Un déplacement qui, en temps normal, ne prendrait que 20 minutes. À Gaza, une femme d'affaires se bat pour garder son entreprise à flot, malgré les interruptions de courant et les limitations sur l'importation de matières premières. Un réfugié de 3e génération à Amman préserve la mémoire de son village d'origine en narratif et en musique. Au Chili, où réside la plus importante communauté palestinienne en dehors du monde arabe, une jeune militante organise des manifestations culturelles pour se rétablir avec ses origines. Ces diverses expériences illustrent la complexité de la réalité palestinienne actuelle, les individus étant unis par une identité commune, tout en faisant face à des situations radicalement différentes en fonction de leur lieu de résidence. La Cisjordanie, sous occupation, est caractérisée par des limitations de déplacement, l'extension des colonies et la division du territoire. Depuis la seconde Intifada, 2000-2005, Israël a mis en place un système complexe de contrôle qui comprend le mur de séparation, déclaré illégal par la Cour internationale de justice en 2004,
près de 140 colonies peuplées par plus de 400 000 colons israéliens, à l'exception de Jérusalem-Est, plus d'une centaine de points de contrôle et un système de permis qui limite considérablement la liberté de mouvement des Palestiniens. En Cisjordanie, le territoire est morcelé en cantons non contigus, où 60% de la surface, zone C, est entièrement sous contrôle israélien. L'économie est asphyxiée par des limitations sur le commerce et l'accès aux ressources, y compris l'eau et les terres cultivables. En dépit des défis, les Palestiniens de Cisjordanie ont su établir des institutions éducatives, culturelles et communautaires florissantes, incluant des universités prestigieuses telles que Birzeit et An-Najah. La scène artistique vivante est principalement concentrée dans des villes comme Ramallah. La situation humanitaire à Gaza est la plus sévère. Depuis le désengagement israélien de 2005, suivi de la montée au pouvoir du Hamas en 2007, la bande a subi un blocus terrestre, maritime et aérien qui a ruiné son économie et déstabilisé sa société. Gaza, où sont entassés 2 millions de personnes, 70% d'entre eux réfugiés, sur une superficie de 365 km², est l'un des territoires les plus densément peuplés au monde. Des cycles de conflits répétés avec Israël ont conduit à un nombre élevé de décès palestiniens et à une dévastation considérable des infrastructures. L'ONU a maintes fois prévenu que Gaza risque de devenir invivable en raison de la crise liée à l'eau, l'électricité et l'assainissement. Le taux de chômage excède 50%, 70% chez les jeunes, et plus de 80% des habitants dépendent de l'assistance humanitaire. En dépit de ces circonstances désespérées, Gaza conserve une société civile dynamique, comportant plusieurs universités, projets culturels et une résilience communautaire marquée. Le statut de Jérusalem-Est, que Israël a annexé unilatéralement après la guerre de 1967, une démarche qui n'est pas reconnue au niveau international, présente une complexité particulière. Environ 350 000 Palestiniens résident en Israël avec le statut de résidence permanente et non la citoyenneté. Ils ont le droit de vote aux élections locales, même si la plupart font boycott, mais pas pour les élections nationales en Israël. Ils subissent une discrimination systématique dans la planification urbaine, l'attribution des permis de construction, la distribution des ressources municipales et l'accès aux services. Le développement de colonies en Jérusalem-Est et ses alentours, qui abritent actuellement plus de 200 000 colons israéliens, vise à renforcer la domination israélienne et à empêcher que la ville soit désignée comme capitale d'un éventuel État palestinien. Les zones palestiniennes sont confrontées à une surpopulation, une infrastructure insuffisante et des menaces permanentes de destruction de maisons et d'annulation de résidences. Néanmoins, Jérusalem reste le cœur symbolique de l'identité palestinienne, grâce à des institutions telles que l'université Al-Quds et des établissements hospitaliers tels qu'Al-Maqased qui assurent une présence palestinienne dans la ville. Avec une estimation dépassant les 7 millions d'individus, la diaspora palestinienne représente l'un des groupes de réfugiés les plus importants et historiques à travers le monde. Les communautés les plus importantes résident en Jordanie, plus de 2 millions, pour la plupart avec la nationalité, au Liban, environ 450 000 avec des restrictions de droits sévères, en Syrie, avant le conflit civil, près de 560 000, ainsi qu'en Arabie Saoudite, dans le Golfe, aux États-Unis, au Chili et en Europe. Ces groupes diffèrent grandement en termes de statut juridique, d'intégration socio-économique et de liens avec la Palestine. Au Liban, la plupart des réfugiés palestiniens résident dans des camps et sont exclus de nombreuses professions tout en n'ayant pas de droit de propriété. En revanche, les Palestiniens vivant aux États-Unis et en Europe ont obtenu une grande réussite professionnelle, tout en gardant un lien fort avec leur identité palestinienne. Grâce à l'Internet et aux médias sociaux, de nouvelles modalités de liaison transnationale ont été facilitées, permettant aux Palestiniens dispersés géographiquement de partager leurs expériences,
de s'unir politiquement et de conserver un sentiment d'identité collective malgré la distance physique. Les près de 1,5 million de Palestiniens citoyens d'Israël, également connus sous le nom d'Arabes israéliens, se trouvent dans une situation particulièrement complexe. En tant que membres d'un pays qui se proclame juif et démocratique, ils font face à une discrimination systématique en matière d'attribution de ressources, d'aménagement du territoire, de possibilités économiques et de représentation politique. Plus de 65 lois israéliennes discriminent directement ou indirectement les citoyens palestiniens. Toutefois, ils bénéficient de droits démocratiques dont les Palestiniens sous occupation sont privés. Droit de vote, représentation au Parlement, accès à la justice et une certaine liberté de circulation. Cette communauté a forgé une identité politique unique, affirmant à la fois leur citoyenneté israélienne et leur appartenance nationale palestinienne. Des personnalités telles qu'Azmi Bishara et Ahmad Tibi ont formulé des revendications d'un État pour tous ses citoyens, prônant une égalité totale en Israël, tout en exprimant leur solidarité avec les Palestiniens vivant dans les territoires occupés. Un autre enjeu majeur réside dans les divisions internes au sein de la politique. Depuis 2007, la division entre le Fatah, qui dirige l'autorité palestinienne en Cisjordanie, et le Hamas, à la tête de Gaza, a considérablement nui à la cause palestinienne. Plusieurs efforts de réconciliation ont échoué, laissant la population palestinienne avec des directions divisées et des perspectives politiques différentes. Initialement mise en place comme une mesure provisoire par les accords d'Oslo, l'autorité palestinienne est devenue une entité stable, confrontée à des enjeux de corruption, d'autoritarisme et d'efficience restreinte, tout en maintenant sa collaboration sécuritaire avec Israël. L'organisation Hamas, considérée comme un groupe terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne, a persévéré dans sa lutte armée tout en s'efforçant de diriger Gaza dans des circonstances extrêmement complexes. Des groupes supplémentaires, tels que le Djihad islamique palestinien et le Front populaire pour la libération de la Palestine, illustrent également des tendances idéologiques additionnelles. Le développement d'une stratégie nationale unifiée a été complexifié par cette division politique. Sur la scène internationale, la cause palestinienne a connu des progrès diplomatiques notables, tels que la reconnaissance de l'État de Palestine par 138 nations et son intégration en tant qu'État observateur non membre à l'ONU en 2012. Toutefois, ces réussites en diplomatie n'ont pas conduit à des progrès tangibles sur le terrain. En effet, le processus de paix israélo-palestinien est désormais en déclin, Israël poursuivant l'annexion implicitement de certaines zones de la Cisjordanie. De plus, sous la présidence Trump, les États-Unis ont pris des mesures fortement pro-israéliennes, déplacer leur ambassade à Jérusalem, reconnaître les hauteurs du Golan conquises comme territoire d'Israël et suggérer un plan de paix qui justifiait la plupart des revendications israéliennes. Même si l'administration Biden a rétabli une certaine assistance aux Palestiniens, elle n'a pas annulé les décisions cruciales de Trump et n'a pas non plus exercé de pression notable sur Israël. Dans ce contexte difficile, de nouvelles modalités d'activisme palestinien voient le jour. Le mouvement BDS, boycott, désinvestissement et sanctions, qui s'inspire de la lutte anti-apartheid sud-africaine, vise à exercer une pression sur Israël par des moyens pacifiques jusqu'à ce qu'il respecte le droit international. En Cisjordanie, des militants de base ont imaginé des modes de résistance populaire innovants, tels que les manifestations hebdomadaires contre le mur dans des localités comme Bil-In et Nabi Saleh. En 2018-2019 à Gaza, les marches du retour ont rassemblé des dizaines de milliers de Palestiniens dans des manifestations principalement pacifiques à la frontière israélienne, même si ces dernières ont été réprimées par une violence mortelle entraînant plus de 200 décès palestiniens. Des jeunes Palestiniens partagent leurs récits personnels sur des plateformes numériques, contestant les discours prédominants et se liant à d'autres mouvements pour la justice sociale à l'échelle mondiale. En dépit de ces nombreux obstacles, les Palestiniens demeurent résilients,
faisant preuve de sumude ou fermeté. Malgré des décennies de morcellement géographique, ils ont su préserver une identité nationale solide, développer des institutions éducatives et culturelles de qualité en temps d'occupation, maintenir leurs traditions tout en innovant à la fois artistiquement et politiquement, et défendre leurs droits à des droits nationaux et humains fondamentaux. La problématique palestinienne demeure l'un des différends les plus persistants et compliqués de notre époque, mêlant des enjeux cruciaux de colonialisme, d'autodétermination, de droits de l'homme, de sécurité régionale et de justice historique.